C'est parti. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer. Donc, Prism.ai, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la création d'agents conversationnels. Donc, par agent conversationnel, ça peut être un chatbot, une application mobile, une application sous forme de conversation. Juste quelques chiffres sur le web actuellement. Excusez-moi. Juste quelques chiffres sur le web actuellement. Il y a aujourd'hui plus de 4 milliards de personnes dans le monde qui utilisent le web. Et plus de 35%. Excusez-moi. Plus de 35% de la population mondiale qui utilise des canaux différents pour accéder au web. Donc vous avez le web, donc classique, arrivé sur un site web, sur une adresse http www le nom de l'entreprise.com, où vous avez aussi les réseaux sociaux type Facebook, les messageries instantanées, et vous avez depuis maintenant un moment aussi les applications mobiles, et depuis peu les assistants vocaux. Donc les assistants vocaux, Google Home, Alexa ou autres. Et puis ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui on passe sur le web 4h38 en moyenne. On n'a pas les chiffres de Covid, mais je pense que ça, avec le Covid, ça doit être peut-être le double. Juste si ça ne dérange pas, c'est le suivant. Voilà, donc le web, aujourd'hui, il a des problèmes. Il a énormément de problèmes. D'abord, en termes de design, c'est-à-dire qu'on va arriver sur un site web. Chaque site web a une manière, chaque site web a une manière différente de présenter l'information. Chaque site web a une manière différente de designer l'accès à l'information. Donc quand on arrive sur les 4h38 en moyenne qu'on passe sur le web, en fait on va passer d'un site qui a une manière de présenter l'information à un autre site qui a une autre manière de présenter l'information, et finalement les gens sont perdus pour accéder à ce qu'ils recherchent. Et puis il y a aussi la notion d'unidirectionnalité, c'est-à-dire que parfois on arrive devant un site web, on cherche un peu ce qu'on veut, mais on ne trouve pas et on part. Donc ça crée une espèce de distance avec le site internet. Donc on n'a pas une relation, on va dire, équilibrée avec le site web. Et puis, il y a la notion d'inclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le web, il n'est pas accessible pour des personnes qui ne savent pas lire ou écrire. Il n'est pas accessible, par exemple, par la voix. Donc on ne peut pas facilement accéder à l'information. Et les monocanales, je ne sais pas si vous avez vu déjà des gens devant des arrêts de bus en train de zoomer un peu avec leurs doigts pour accéder à l'information, parce que le web, par définition, n'est pas adapté à tous les canaux que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les messageries, applications mobiles et les assistants vocaux. Donc aujourd'hui, le web, il est riche en contenu. Donc vous allez trouver énormément de contenu quand vous arrivez sur un site internet, mais très peu de services proposés. Alors nous, ce que l'on propose, ça ne se met pas à jour live. Ce qu'on propose, c'est que c'est pas grave, on peut passer à celui-là. Donc ce qu'on propose, c'est de rendre tout cela conversationnel. Donc on va parler de la notion d'omnicanalité. C'est-à-dire que vous allez faire le travail une seule fois et vous allez être disponible sur tous les canaux. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le service que vous allez développer, le service digital que vous allez développer, vous allez le faire une fois, et puis si vos clients sont à l'aise avec Facebook, ils vont le retrouver sur Facebook, sous forme d'une conversation sur Facebook. S'ils sont à l'aise avec WhatsApp, parce que votre clientèle elle est sur WhatsApp, elle peut accéder à votre service sur WhatsApp, suivi de colis par exemple, sur WhatsApp, je dis voilà, je suis mon colis, quel est le numéro de votre colis, et je donne le colis, je dis voilà, votre colis est en cours de livraison. Et puis vous pouvez l'avoir par la voix, vous pouvez aussi l'avoir sur Alexa, sur Google Home. Sur Alexa, je peux dire ok Alexa, passe-moi la poste. Très bien, je suis la poste, comment puis-je vous aider ? Je veux suivre mon colis, quel est le numéro de votre colis ? Je donne le numéro de colis, et là il va me dire par exemple votre colis est en cours de fabrication. Pareil pour un téléphone, donc je peux appeler l'entreprise en question, la poste, je tombe sur un assistant, bonjour, je suis l'assistant de la poste, comment puis-je vous aider ?
je veux suivre mon colis, quel est le numéro de votre colis, je donne mon numéro de colis par téléphone et j'ai ma réponse. Et la Poste, elle n'a pas développé une application pour le téléphone et une application pour Facebook et une application pour le site internet et une application pour l'application mobile et non. L'omnicanalité, c'est qu'on a fait le travail une seule fois. On a fait le travail une seule fois et puis c'est présent partout sur tous les canaux. Alors, donc, en fait, on vient avec une plateforme, bien sûr, qui va accompagner ça. Donc, d'une manière non technique, la possibilité de créer ces applications de nouvelle génération qui sont sous forme de conversation. Alors, donc, dans cette plateforme, donc Prism.ai, vous avez donc la possibilité d'en créer. Vous avez la possibilité, à partir du moment où vous l'avez créé, d'avoir une vision 360. Donc là, Kevin, tout à l'heure, va vous faire une démonstration détaillée pour que vous voyez vraiment ce qu'on peut voir et c'est assez poussé en termes de table de bord. Et puis, vous avez la possibilité, avec des outils d'IA, qu'on va vous montrer un peu tout à l'heure, d'automatiser certaines choses sans aucune compétence et aussi d'approfondir la connaissance usager ou la connaissance client-utilisateur parce que vous allez avoir, comme on est en sous forme de conversation, vous allez avoir des questions. Vous allez avoir des questions, vous allez avoir des clics précis sur certaines choses. Donc, on peut, avec ces questions, faire pas mal de choses. Donc ça, on va un peu le détailler tout à l'heure. Et puis, il y a la possibilité, bien sûr, de le prévisualiser, de le déployer, comme je disais tout à l'heure, sur les différents canaux. Vous allez voir qu'avec un simple clic, on a la possibilité de l'avoir un peu partout. Et puis, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des notifications. Donc, à partir du moment où quelqu'un a engagé une conversation avec vous sur un des canaux, soit sur votre site web, soit sur votre application mobile, ou soit sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'envoyer un push pour informer sur une offre, sur, je ne sais pas si c'est une ville, par exemple le port du masque est obligatoire, ou ce genre de choses. Mais quel que soit le canal, on ne raisonne pas. Vraiment, il faut changer de paradigme et raisonner vraiment différemment. On ne raisonne pas un canal, on raisonne omnicanal. C'est que peu importe où se trouve mon service, je vais pouvoir atteindre les gens qui ont engagé une conversation avec mon service, qui est sous forme d'une conversation. Alors, des exemples. Donc là, je pense que je vais passer la main tranquillement à Kevin. Je compléterai éventuellement, mais je pense que tu as droit à un autre micro, ou c'est le même, je sais pas. Ouais. Donc voilà, donc je compléterai éventuellement par d'autres choses tout à l'heure en fonction de ce que vous dit Kevin. Très bien. Donc je ne sais pas si, merci Antoine, je ne sais pas si jusqu'ici tout ça c'est clair. Je vais vous montrer quelques exemples de services qu'on a pu faire par exemple avec notre plateforme. Donc forcément avec notre plateforme on propose plein de petites choses, notamment on peut faire des moteurs de recherche avec une indexation personnalisée. Donc c'est vous qui choisissez quel site et quel contenu indexer. Par exemple, si vous avez un site web, vous pouvez venir déterminer quelle page vous voulez indexer et tout ça va se retrouver directement dans votre bot. Tout ça c'est fait automatiquement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné l'adresse de votre site web, vous pouvez tout simplement via des questions en fait au bot aller chercher dans votre contenu. Et là, on va avoir les différents articles qui vont s'afficher un petit peu comme on peut le voir là-bas à gauche. On a d'autres choses, on peut également faire des assistants FAQ, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment maintenant. Bien entendu, c'est également possible. Du question-réponse, donc ça donne un service qui est disponible 24 heures sur 7 et qui va répondre à des questions en conversationnel. On va pouvoir également faire des outils de diagnostic, par exemple. Donc là, c'est un exemple qu'on a eu lors du Covid. Tout ça grâce à des outils un petit peu plus poussés qui se basent sur des conditions, sur de l'événement également, et puis sur le système d'entité. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore été présentés avec les chatbots, les entités, c'est un grand système de variables très grossièrement, qui permet un peu de comprendre de quoi parle l'utilisateur. On a aussi de la mise en relation d'utilisateurs. Donc, sur la plateforme, on va proposer des outils qui vont vous permettre à vous de créer rapidement des systèmes où je vais pouvoir, par exemple, là c'est l'Académie de Paris, qui permet de poster des annonces en tant qu'accompagnant d'élèves et les enseignants vont pouvoir venir rechercher des accompagnants pour des élèves, par exemple. Mais on va aussi avoir des systèmes, par exemple, de recherche de producteurs ou encore
d'autres services comme des recherches d'emploi, tout bêtement. L'idée de la plateforme, c'est tous ces exemples-là. C'est vraiment de créer des services rapidement et déployables facilement. Et donc, nous, on vous parle aujourd'hui, l'intitulé de cette présentation, c'était IA, RPA et DSUL. Donc, IA, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est moteur de langage sur notre plateforme. On a le RPA qui est ici pour automatiser des tâches. Donc ça, c'est ce qui vient un peu avec la nouvelle version de Prisma.ai que je vais vous montrer tout à l'heure en faisant un tour de la plateforme. Et finalement, on a le DSUL pour Digital Services Universal Language, qui est tout simplement un langage, ou plutôt on va dire une spécification qu'on a inventée en se basant sur le langage YAML afin de définir et décrire ces services-là de A à Z. Donc avant de vous montrer à quoi ressemble le DSUL et comment on peut s'en servir sur cette plateforme pour créer un service et le déployer en fait instantanément, parce que c'est vraiment là l'idée du DSUL, c'est pouvoir partager facilement avec d'autres utilisateurs, dire ben voilà, regarde, j'ai fait un service qui permet par exemple de mettre en contact des personnes, tiens, je te donne le fichier et toi tu vas pouvoir, grâce à Prism, tu vas pouvoir déployer aussi ça et faire ton propre service qui part de là. Donc avant de vous montrer tout ça, je vais rentrer un peu, on va dire, dans le côté fâcheux. J'ai envie de vous montrer à quoi ressemble le DSUL. Donc ça va pas être... c'est peut-être pas la chose la plus jolie que vous allez voir aujourd'hui. Donc ça vient un petit peu abruptement. Le DSUL, c'est quelque chose d'un peu technique. C'est quelque chose qui, tout simplement, va décrire des étapes. Si j'ai réduit un peu ici, là, j'ai tout mon service qui est décrit en fait en quelques sous-parties. Des paramètres, des intentions, des entités, des traductions et des ressources. On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller là-dedans et de comprendre exactement ce qui se passe. C'était juste pour vous donner un peu un aperçu de à quoi ça correspond. C'est vraiment une description A à Z, totalement transparente de ce que va faire votre service. C'est-à-dire que facilement, vous pouvez aussi l'auditer. Vous pouvez dire à quelqu'un, ben voilà, moi j'ai ce service-là, je te file le fichier source, parce qu'il s'agit un peu de ça. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce qu'il faut améliorer, peut-être, ou tout simplement donne-moi des retours. Donc le DSUL, c'est ça, c'est juste un grand fichier YAML qui va nous permettre un petit peu de spécifier sur Prism comment fonctionnent nos services. Donc on va partir dans un exemple qui est ce fichier-là, que je viens d'ouvrir, qui s'appelle JobDemo, qui est un service d'offre d'emploi, qui permet tout simplement de poster des offres et de venir chercher des offres. Donc là, j'ai ma description de mon YAML qui fait à peu près 300 lignes. Dedans, j'ai déclaré des paramètres, comme tout simplement, on va le voir plus tard, des paramètres de déploiement, les canaux sur lesquels je veux que mon assistant soit disponible. J'ai déclaré des intentions. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le chatbot, les intentions, ça représente vraiment l'intention utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on répond lorsque l'utilisateur souhaite faire quelque chose. Des entités, des traductions pour avoir plusieurs langues, et puis des ressources. Donc les ressources, je ne vais pas encore rentrer dedans, mais sur la plateforme, on propose différentes ressources qui sont le Dataflow, le Search Engine, le Webhook et bien d'autres. Ces ressources-là, elles vont permettre soit d'avoir par exemple une petite base de données connectée à son assistant, soit d'avoir, comme son nom l'indique, le Search Engine, une base de données indexée, enfin un site web indexé, ou un Webhook. Un Webhook, c'est souvent un appel simplement à une API externe qui va nous retourner quelque chose. Donc là, j'ai mon petit fichier, Job YAML. Alors je fais un peu vite, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main et à tout de suite venir m'interrompre. J'ai envie qu'on rentre un petit peu dans quelque chose d'atelier plus que de présentation. Donc là, j'ai mon fichier JobDemo qui est mon YAML et tout simplement, je vais me rendre sur notre plateforme, Prisma.ai, et je vais tout de suite, à partir de ce fichier, créer un nouvel assistant. Donc là, j'en ai déjà un que j'avais fait tout à l'heure, mais on va repartir de zéro. Donc là, je suis sur la plateforme, je viens juste d'appuyer créer et je vais commencer à venir créer mon propre assistant. On peut voir que je peux créer d'autres ressources, celles dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, notamment que ce soit les Dataflow, les Webhooks, les crawlers ou les jobs dont je n'ai pas parlé, qui permet tout simplement de lancer des tâches récurrentes sur la plateforme. Donc ces tâches récurrentes, il y en a de différentes sortes.
Pour l'instant, on en a un tout petit panel, mais au fur et à mesure, on va essayer d'améliorer ça. Le job, pour l'instant, il permet de déclencher des intentions, par exemple, de façon récurrente, et donc de lancer peut-être tout un système de data flow, de webhook, puis de crawler ensemble pour envoyer, pourquoi pas, des notifications à tous nos utilisateurs. Là, les possibilités deviennent un petit peu gigantesques, et ça permet juste, on facilite juste la création de ces services-là. Donc je repars dans mon exemple, je vais créer mon nouvel assistant. Il me faut un nom pour celui-ci, et si je peux me permettre, je vais demander à l'assistance de donner un nom à ce bot qui sera celui d'exemple pour trouver des offres d'emploi. Donc si vous en avez un là qui vous traverse l'esprit, allez-y. Je vous écoute. Parfait. Ça me va très bien. On l'excusera. Pour la peine, moi, je l'ai quand même appelé FindG à 8h du mat, donc c'était pas beaucoup mieux. Donc, j'ai une petite description, donc il peut être trouver un job ou poster votre offre. Donc ça, c'est vraiment pour les utilisateurs comprendre à quoi sert votre service. Moi, ici, j'ai plusieurs choix, donc j'utilise le YAML, donc en fait je vais importer un fichier qui existe déjà, je ne vais pas le créer de zéro, parce qu'il faut bien comprendre que notre plateforme elle sert aussi à créer des assistants. Donc on pourrait très bien ici choisir Prisma.ai et partir vraiment de zéro, créer chaque intention à la main, créer tout ce qui représente un assistant à la main. Et on peut venir brancher d'autres assistants créés sur d'autres plateformes, tout ça dans une idée d'ouverture qu'on a depuis le début. Ici, je vais vraiment choisir un import parce que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le DSUL. Donc là, tout simplement, c'est un petit peu rustre. Je vais aller chercher mon YAML qui représente Job Demo. Là, c'est parti. Ça se lance. Normalement, ça se fait instantanément. Et je me retrouve avec mon nouveau bot. Donc là, on est vraiment sur l'interface de Prisma.ai. On a plusieurs ici colonnes qui représentent l'éditeur, le tableau de bord, les conversations, d'autres choses comme les notifications, des outils d'IA, puis les canaux, etc. Je vais faire un petit tour pour vous présenter ça rapidement. Ici, on est vraiment sur l'éditeur, donc c'est là où on retrouve toutes les intentions et les entités. Donc là, on va retrouver un petit peu à quoi sert notre bot, juste pour vous montrer très rapidement, car ce n'est pas le but de la... vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. On a une intention qui est souvent liée à des phrases d'entraînement, donc à qu'est-ce que va dire l'utilisateur, et puis on y donne un workflow. Donc dans ce workflow, on peut donner des réponses, comme par exemple, ok, voyez voir ce que j'ai en stock. Alors je vais réduire un petit peu parce que voilà. Ok, voyez voir ce que j'ai en stock. Et puis on va pouvoir former un peu des réponses en allant chercher. Ici, par exemple, je lis dans une collection, donc dans un data flow, dans une base de données. Je vais chercher les offres d'emploi qui ont été postées. Donc là, j'ai des petites queries, j'ai ce genre de choses, et je peux, par exemple, venir ici, en fonction de ce que tu as trouvé, dire, tu vas créer des carnes, et tu vas afficher le titre, pourquoi pas le secteur, le type, le commentaire, et puis une image qui pourrait être n'importe quoi, à vrai dire. On va mettre, voilà, une petite image, et tout simplement, on va afficher par job trouvé une petite image comme ça. Donc ça, c'était juste une intention un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est pas le but de la présentation. On a les tableaux de bord qui vont me permettre de suivre un petit peu les statistiques de notre bot. Donc pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'il vient juste d'être créé, il est tout frais. On y retournera plus tard pour voir un petit peu comment ça a évolué. On a les conversations, pareil, elles sont vides vu qu'on n'a pas encore parlé avec lui. On a les notifications, on va pouvoir en créer tout simplement. Bienvenue, voilà, hop, à la mêlée, par exemple. Et je vais mettre je vais pas mettre d'action, je vais juste faire en sorte qu'elle s'affiche. Ah, je fais toujours la même bêtise. Je vais spécifier, voilà, qu'elle soit active du 2 au 31 octobre. La mêlée sera finie d'ici là, mais c'est pas très grave. On a des outils aussi d'intelligence artificielle qui nous permettent de venir ici apprendre en supervisé. Il faut bien comprendre ça. Prisma.ai, tout est supervisé. Donc à partir des échecs qu'il y aura, parce qu'il y en aura forcément, on va pouvoir venir ici rajouter soit des nouvelles intentions, quand on voit que notre champ, notre périmètre d'action est peut-être trop limité par rapport à ce que recherchent vraiment nos utilisateurs, ou tout simplement venir enrichir ce qui existe déjà au fur et à mesure. Peut-être que je pourrais vous montrer ça aussi si on a un peu de temps tout à l'heure. On a des tests, des tests de non-régression, des évaluations entre différents
moteurs NLU, donc des cerveaux, on peut appeler ça des cerveaux de compréhension. On a tous les canaux, donc l'omnicanalité dont parlait Antoine tout à l'heure est représentée ici par tous les différents canaux, que ce soit le web chat, l'app mobile, Messenger, Slack, Google Action, etc. Et puis on a les réglages. Donc dans les réglages, des choses un petit peu plus basiques, on va dire. Le nom du bot, sa description, quel NLU, quel cerveau il va utiliser, et puis des paramètres un petit peu plus compliqués qui ne nous intéressent pas forcément pour savoir comment il va gérer un petit peu l'échange avec d'autres bots potentiellement. Parce qu'il pourrait être bot chapeau et donc avoir plusieurs bots sous tutelle. On a aussi les langues, etc. Et ici, on retrouve notre export en DSUL ou en JSON qui nous permet un peu de récupérer tout ce qu'on a fait. Pour finir, avant d'aller voir un peu à quoi ressemble notre bot qu'on vient de créer, on a aussi le store, et c'est là où on va retrouver un peu tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est-à-dire les assistants. Donc ça, c'est tous mes assistants, toutes les collections que j'ai eues. Donc ça, c'est toutes mes petites bases de données, tous les webhooks qui peuvent faire appel à d'autres services externes et afficher leurs réponses. Des crawlers, là j'ai un crawl qui crawl un blog par exemple, et puis mes tâches récurrentes par exemple. Alors après ce bon tour de la plateforme, on va aller voir un petit peu justement notre Job Finder, on va aller lui activer un nouveau connecteur. Hop, je vais enregistrer et on va tout simplement aller voir un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, donc Job Finder, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. On va pouvoir essayer de discuter un petit peu avec lui. Donc il peut nous aider à trouver une offre d'emploi ou en déposer une. Donc on va tout simplement on va lui demander. On va tout simplement chercher un job. On va lui dire très bien, tout ça, ça a déjà été prévu dans mon YAML, c'est tout ce que j'ai décrit jusqu'ici. J'ai plusieurs secteurs, donc je vais choisir la communication, pourquoi pas. Et puis je cherche un contrat en CDI forcément. Et donc là, il va aller chercher ce qu'il a en stock. Donc là, c'est quelque chose que j'ai déjà branché. J'ai déjà branché une base de connaissances, un dataflow à lui, et puis il va me retirer les cartes qu'on a définies ensemble tout à l'heure. Donc, où j'avais justement mis ces petites images, ce petit titre, et puis communication CDI, une offre de rêve pour un emploi flou, par exemple. Je réduis juste un peu pour pouvoir retourner. Ça, c'est notre bot à l'heure actuelle. Ici, je peux venir rechercher une offre, je peux aussi venir en déposer une. Je vous invite, je vais vous montrer un petit peu rapidement le parcours de déposer une offre, c'est exactement la même chose, quasiment. Je pourrais déposer une offre en informatique, par exemple, et dire très bien, il s'agit d'un CDD, et puis je recherche un dev full stack, par exemple. J'ai aussi une petite description qui peut m'être demandée. Ça peut être n'importe quoi. Ici, je vais dire que c'est sympa. Et à partir de là, mon annonce est publiée. Ou du moins, lui, il me dit qu'elle est en traitement. Donc ça, on ira peut-être le voir plus tard. On peut en effet venir modérer les informations qui sont données par nos utilisateurs et qui sont enregistrées dans ces bases de données. Pour vous prouver l'omnicanalité de ce bot, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous demander d'essayer vous-même le bot, en fait, à partir de votre téléphone. Alors moi, j'ai déjà l'application. Il y a une application qui s'appelle Prism.ai, qui est disponible sur le Google Store. Alors je suis désolé, je ne peux pas présenter mon téléphone, je vais le présenter un peu de loin, ou je vais peut-être me rapprocher de vous, je ne sais pas. Donc j'ai une application qui s'appelle Prism.ai. Donc je vais attendre un petit peu que vous la trouviez. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais apporter pendant que les gens cherchent l'application? Quelque chose que j'aurais pu oublier? Non, c'est juste que le point de départ, c'était un fichier dans lequel tu as décrit un peu le service, donc publication d'une offre et la possibilité de rechercher une offre, donc c'est un simple fichier que tu as injecté dans une plateforme, donc c'est Prism.ai, et ça a donné lieu à ce nouveau service. Donc ce nouveau service maintenant est prêt. Donc on a vu qu'il est disponible sur un site internet, de ce qu'on vient de voir là en face. Donc là, vous pouvez déjà commencer à publier votre service de publication d'offres et de personnes qui vont venir chercher des offres.
Et puis, normalement, le service est disponible sur une application mobile des gens qui sont présents dans la salle. Et après, on peut voir aussi d'autres canaux éventuellement. Mais là, je creuserai tout à l'heure un autre truc. Très bien. Je laisse regarder. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de trouver l'application et l'installer. Super, exactement. Donc maintenant, on vous demande quel est le nom de votre assistant. Donc c'est le nom qu'on a choisi tout à l'heure tous ensemble. Il s'agit de Job Finder. On peut rentrer ce nom, faire valider. On a une petite photo que j'ai personnalisée qui devrait s'afficher avec... Oui. Ah oui, tout à fait. C'est sensible à la casse. Et donc moi j'ai rentré le nom, j'ai fait valider. Exactement. Et là, vous avez le chat qui s'affiche avec exactement ce que j'ai ici, moi, de mon côté, sur mon téléphone, mais aussi sur mon ordinateur. Et à partir de là, on a exactement le même comportement, à vrai dire. Je peux venir ici chercher un job, de la même façon que ce qu'on a fait tout à l'heure. Cette fois-ci en informatique. Je vais essayer de trouver mon CDD que je viens de poster. Alors, il me dit voilà, ok, voyons voir ce que j'ai en stock. Et en effet, je retrouve mon dev full stack qui a une description avec c'est sympa, par exemple. Donc là, l'idée, comme le disait Antoine derrière ce YAML, c'est vraiment de pouvoir déployer comme ça des services rapidement. Des services qui souvent ont été du coup décrits par d'autres développeurs. L'idée aussi derrière tout ça, c'est grâce à notre interface rendre cet entretien facile. Parce que forcément, le YAML qu'on a vu, il est un petit peu compliqué, il est un petit peu lourd. Et peut-être que tout le monde n'aura pas envie de jouer avec ça. D'où l'interface qu'on a ici qui permet à des non-fonctionnels, à des fonctionnels de venir modifier et enrichir le bot, parce que toutes les modifications sont possibles via l'interface. Et puis, pourquoi pas à des gens qui se sentent un peu plus chevronnés, d'aller tout de suite sur le YAML, venir changer, modifier et enrichir ce service. Donc, juste une petite comparaison. Si vous travaillez dans une entreprise ou vous avez déjà travaillé sur un service digital, pour faire exactement ce service-là, il faut développer donc l'interface, l'application mobile. Il faut développer l'interface que vous avez tout à l'heure, donc le site web. Il faut développer, parce qu'on peut l'ajouter sur un site web existant. Imaginons qu'on a une page qui décrit un peu les offres d'emploi qui parlent. Je ne sais pas si ça te dérange de le montrer, juste la petite bulle. Je pense que ce que vous voyez le plus sur le marché, c'est ce genre de choses. Voilà, c'est la petite bulle qui se rajoute en bas. Donc ça peut être intégré sur un site internet que je gère déjà, un intranet que j'ai par exemple dans l'entreprise. Ça peut être sur un CRM, par exemple si c'est un assistant qui donne par exemple le devis ou qui donne les factures ou qui donne les gens qui payent le plus cher, les clients le plus importants. Et ce process-là qu'on a automatisé, ce nouveau service-là qu'on a créé, on peut l'ajouter sur des CRM, juste une petite bulle en bas. Et ça y est, on a commencé tout de suite à profiter de cette digitalisation qu'on vient de réaliser. Donc si on veut le faire d'une manière classique, traditionnelle, donc il faut avoir une équipe, des développeurs front qui vont aller développer l'application, qui vont développer le chat, qui vont développer les interfaces. Et puis après, il y a une équipe qui va faire toute la partie base de données, toute la partie, la logique métier de ouais mais en fait l'offre elle doit être comme ça, c'est quoi telle offre. Bon, voilà, il faut du temps. Il faut que quelqu'un s'occupe de l'infra, c'est-à-dire qu'il faut héberger, on héberge ça où, on héberge ça dans quel serveur, est-ce qu'on héberge sur Amazon, est-ce qu'on héberge truc, se poser toutes les questions de sécurité, d'authentification. Et après, à partir du moment où on l'a déployé, il faut le tester, il faut valider que c'est bon, il faut valider que ça prend, ça supporte la charge et que si on a des milliers et des milliers d'offres d'emploi, ça va marcher toujours. Et puis ensuite, il faut gérer son quotidien, c'est-à-dire gérer les stats, combien d'offres ont été publiées, comment j'améliore mon service, qu'est-ce que je rajoute. Donc généralement, en moyenne, ça prend 6 mois, 1 an pour le développer. 6 mois, 1 an pour le développer, et puis après de l'argent aussi pour le maintenir et pour l'héberger. Voilà. Donc ça coûte très très cher. Là, live devant vous, il y a un service qui a été créé. Bon, il y a eu la description qui a été faite auparavant, mais c'est relativement simple. Il faut compter 2-3 heures pour un peu décrire le service. Et puis, de venir l'injecter et après de venir, éventuellement, si on n'est pas technique, de venir changer des choses. De venir changer des choses sans forcément être techos pour ajouter des choses ou enrichir des choses.
Donc, je ne sais pas si on peut faire le tour juste des ressources qui ont été utilisées donc pour ce service-là. Par exemple, vous voyez les offres, comment elles s'affichent, ces offres d'emploi. Je te laisse juste faire le tour. Donc, pour ces offres d'emploi, en effet, on va les chercher quelque part. Et c'est dans les data flows. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est ces petites bases de données qui sont disponibles directement depuis Prisma.ai. Donc là, tout simplement, moi, j'ai quelque chose qui s'appelle offre emploi. Et là-dedans, je peux venir visualiser en fait, c'est une collection. Hein. C'est une collection dans laquelle j'ai plein de champs. Et tout simplement, je vais voir un petit peu toutes les offres qui ont été déployées. Alors moi, j'ai par exemple ici rajouté quelque chose qui s'appelle les offres publiées. En fait, simplement, j'ai pu rajouter un champ. Je peux mettre du oui ou du non. Et pour le moment, ce n'est pas dans le bot, mais facilement, je pourrais par exemple faire de la modération. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ici modifier et puis dire ah ben si, ça y est, ça c'est bon, je trouve que c'est sympa, je publie. Et celle-là aussi, donc qui a été rajoutée par l'un d'entre vous, j'imagine, je peux dire tiens, je vais la publier également. Maintenant qu'elles sont publiées, tout à l'heure on a bien vu que ça passait et puis il n'y avait pas de filtre. Pour voir comment on utilise un peu cette base de données, tout simplement elle est reliée à une intention qui est trouver un emploi. J'ai un workflow dans cette intention. Alors je vais mettre en grand pour gagner un peu de place. J'ai un workflow dans lequel ici je fais bien lire une collection. J'ai ma liste de collections, donc j'ai bien choisi offre emploi. Et ici, je viens faire une query. Donc là, c'est des queries un petit peu techniques, on va dire. Là-dessus, bien entendu, on donne de la doc. Et puis surtout, on compte l'améliorer un petit peu dans les jours à venir pour que ce soit un peu plus évident. Mais ici, par exemple, je peux aussi venir tout simplement dire, en fait, je veux que ici, tu n'affiches que les offres publiées qui, tout simplement, ont oui. C'est-à-dire, je veux afficher que les offres qui ont vraiment été publiées. De cette façon, je peux quand même récolter la donnée. Je peux quand même dire, allez-y, donnez-moi des offres. Je vais voir ce que j'en fais. Et ensuite, derrière, tout simplement dire, celle-là, tu peux la publier ou pas. Et là, c'est quelque chose qu'on a fait manuellement. Bien entendu, il y a aussi un système qu'on peut utiliser, par exemple le cron, donc les tâches récurrentes, pour venir, par exemple, tous les jours, vérifier est-ce qu'il y a des nouvelles offres qui sont publiées à non et quoi faire avec celles-ci. Oui. Par exemple, faire un job qui vient d'être décrit là et qui va par exemple vous envoyer un mail si vous êtes le modérateur de ce service-là pour vous dire il y a 3 offres qui ont été publiées sur votre service. Venez, connectez-vous pour les accepter ou pas les accepter. Donc là, je ne sais pas si tu peux refaire. On est obligé de garder le masque. Hein donc, tu vas juste créer. Ah, pardon. Donc là, en fait, dans créer donc le job là qui est juste à gauche, donc on peut en fait donc dire à cet assistant qui, s'il te plaît, tourne 2 fois par jour ou 3 fois par jour et check, fait un traitement. Donc ce traitement-là, c'est une intention qui est décrite avant et ça va être par exemple d'aller regarder tous les data flows, tous ceux qui en ont, de m'envoyer le nombre d'offres qui en ont et de me les envoyer par mail pour que je puisse me connecter. Donc là, de la même manière, si on voulait le faire d'une manière traditionnelle, donc si on veut le faire comme sans la plateforme, il faut créer un job. C'est très compliqué d'ailleurs de faire les jobs généralement qui tournent. Et avoir un outil qui permet d'envoyer des mails, avoir un outil qui permet d'aller faire l'API qu'il faut pour aller chercher dans le dataflow combien d'offres qui ont oui, non. Là, en quelques secondes, on peut créer un peu ce job qui fait ce traitement. Et j'enchaîne un workflow en disant d'abord lis dans le dataflow, ensuite envoie un mail avec tous ceux qui ont truc non, et après envoie un mail en disant merci, à bientôt quoi. Voilà. Donc ce traitement-là, il est fait juste en décrivant un petit workflow. Si j'ai envie que ce workflow maintenant soit validé, il soit audité par une entreprise qui nous dit mais est-ce que vous traitez des données personnelles? Qu'est-ce que vous traitez comme données personnelles? Non, mais en fait vous gardez je ne sais pas quoi. En fait, on peut l'exporter sous forme d'un DSUL, l'envoyer à l'entité compétente qui va aller faire son audit. Et comme c'est un simple fichier, elle peut savoir exactement ce qu'on est en train de traiter. Est-ce qu'on traite le nom? Est-ce qu'on traite le prénom? Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc le service est donc transparent. Comme toute sa logique est exportable sous un document,
bah, ce document est lisible, donc tout le monde peut venir savoir exactement ce que ça fait. Et ça crée aussi de la confiance dans le service que vous proposez, parce qu'on sait exactement ce qu'il y a comme données qui sont traitées par cet assistant. Donc là, il y avait un focus particulier sur publication d'une offre et création d'offres. Donc on peut imaginer des tas et des tas et des tas d'exemples à digitaliser. Par exemple, j'ai un site internet, je veux savoir, quand les gens arrivent sur mon site internet, quelles questions ils se posent. Ils se posent quoi comme question? Est-ce que quand ils partent, ils étaient contents ou pas? Je peux juste indexer, créer un crawler qui mange mon site internet, ça me crée une petite conversation que j'ajoute en bas, et donc j'ai accès à toutes les questions que les gens se posent. Donc ça me permet de savoir exactement ce que les gens viennent chercher chez moi. C'est pas juste ils ont cliqué, ils ont visité les pages, où Google Analytics va vous dire telle page est beaucoup utilisée, mais en fait on ne sait pas qu'est-ce qu'ils utilisent à l'intérieur de cette page. Parce que dans la même page, il y a peut-être plusieurs intentions possibles. Il y a une page qui décrit comment faire sa carte d'identité, mais il y a un autre paragraphe qui parle des documents, il y a un autre paragraphe qui parle du délai, il y a un autre mais est-ce que les gens viennent chercher le délai ou bien chercher la carte Donc ça vous permet d'une manière précise d'aller savoir qu'est-ce que les gens viennent faire sur votre page. Et donc après, vous allez avoir plein de questions. Vous allez avoir des milliers, des milliers, des millions. Donc là, il y a un menu qui est dédié pour ça. Il y a un menu qui est dédié pour ça, qui s'appelle AI Tools, qui lui va venir vous aider à, soit d'une manière supervisée ou d'une manière non supervisée, de trouver des thèmes dans ces questions. Imaginons que vous avez des milliers d'avis et vous voulez trouver tous les thèmes qui sont dans ces avis-là. Donc vous avez ici la possibilité de cliquer sur proposer des intentions et là il va vous trouver un peu les thèmes qui sont dans ces questions-là. Et puis à partir du moment où vous avez trouvé des thèmes, vous pouvez digitaliser certaines parties. C'est par exemple, vous faites des thèmes, vous voyez que la majorité des demandes c'est envoyez-moi, je veux un devis. Ben là je vais faire par exemple un petit parcours qui permet de faire un devis dans la conversation. Et puis je l'ai dans l'application mobile. Et puis dès que je le fais, ben, il est disponible sur tous les canaux. Il est disponible sur l'appli mobile. Il est disponible éventuellement là, on aurait pu l'activer aussi sur Facebook. On aurait pu l'activer sur un site web comme vous avez vu tout à l'heure, ou sur une petite bulle en bas sur votre site internet. Donc les cas d'usage sont immenses. Il y a par exemple, vous dites, ben, il y a des gens qui me donnent leurs documents, j'ai envie de valider le document. Ils m'envoient un document avec leur carte d'identité, nom, prénom. J'ai envie de sortir le nom, prénom de la carte d'identité et vérifier que ce qui saisit dans le formulaire nom, prénom, c'est bien ça. Et après, je leur dis, est-ce que votre demande tout de suite, est-ce qu'elle va être prise en compte ou pas, si le document est lisible, par exemple. Ça, c'est le genre de choses, ça peut se faire ultra rapidement. C'est que je fais un petit webhook qui va aller juste prendre le document qui a été demandé à la personne, qui va m'extraire le nom, prénom de la carte d'identité, et puis après, une petite comparaison, et qui dit si le nom, prénom qui a été extrait de ce document correspond à ce qui a été saisi dans le formulaire, tac, ça y est, j'ai automatisé, c'est ce qu'on appelle un RPA, c'est-à-dire que j'ai automatisé un bout de process. Ce bout de process, aujourd'hui, il est fait manuellement par des gens qui sont eux-mêmes devenus des robots à force de valider des cartes d'identité toute la journée. Donc ils auraient pu, ça peut être automatisable, c'est le retour sur investissement est calculable facilement sur le temps passé à valider des documents, et ça permet d'améliorer la qualité de service proposé parce que la personne va avoir tout de suite est-ce que son document est validé ou pas. Donc une réponse tout de suite au lieu d'attendre 3-4 jours pour savoir juste que finalement que la carte d'identité était illisible. Voilà, donc il y en a plein. Donc il y a le moteur de recherche que je dis de manger tout votre contenu, générer une conversation pour un peu récolter les questions. Vous avez une idée par exemple de dire je veux faire un truc qui met en relation des producteurs locaux avec des gens qui consomment local, ce qu'on fait par exemple avec le département Haute-Garonne. Là pareil, donc je fais un assistant qui va, je lui donne une adresse, je lui donne ce que je veux comme producteur, je cherche des tomates et ça va me proposer des tomates autour de moi. En fait, ça peut être des cas d'usage grand public, comme ça peut être des cas d'usage entreprise. Et le but, c'est vraiment de prendre un bout de process que vous avez, soit de le digitaliser entièrement, comme ce qu'on vient de voir là, et à un moment, il l'a rendu un peu manuel en disant non, les offres publiées, je veux les modérer. Donc il y a une partie quand même un peu manuelle qu'il faut aller modérer les offres. Si on veut juste que ça soit intéressant, on peut faire des jobs qui vont venir nous aider aussi à mieux pas se connecter tous les jours. Il faut aussi voir des offres. Donc, comme ça, ils nous envoient des mails, par exemple, pour savoir s'il y a des offres à venir regarder. Et puis, il y a toute la partie qui va avec, c'est-à-dire toute la partie stats, toute la partie analytics, qui va permettre de regarder plusieurs choses. Ouais, donc ici dans usage, si ça ne dérange pas.
Donc en fait, qui va permettre plusieurs choses. C'est qu'au lieu d'avoir une page a été vue par millions de personnes, là on va avoir vraiment l'intention. Qu'est-ce que la personne est venue vraiment voir? Est-ce qu'elle est venue voir la page, ou est-ce qu'elle est venue chercher une intention particulière sur la page, sur cette page? Et donc, plus vous avez le service qui tourne, plus vous allez avoir l'évolution des usages, des intentions, trouver des saisonnabilités de demandes que les gens ont sur vos canaux digitaux pour adapter votre communication, pour adapter vos services, pour prioriser des investissements, parce que vous savez d'une manière précise qu'est-ce que les gens viennent faire sur vos canaux digitaux. Et puis, on peut imaginer d'autres services, c'est ce qui a été cité tout à l'heure, par exemple, en cas d'urgence, confinement, il fallait mettre en place un outil qui met en relation des enseignants avec des gens du périscolaire pour venir en aide à des enfants qui sont en décrochage scolaire. Ce service-là, il était fait en 3-4 jours. Donc, tout de suite, ils avaient un service prêt. Donc, un bot qui était là pour récupérer les bénévoles, et un autre qui était là à destination des enseignants, qui donnait la liste des bénévoles. Et s'il fallait le faire d'une manière traditionnelle, on en avait pour 6 mois, quoi, minimum. Et là, ça a été fait en quelques jours et ça a été déployé. On peut faire après on avait imaginé avec le SAMU de faire des tests de Covid via une conversation. Il y a énormément de services qui sont aujourd'hui faisables facilement, juste en décrivant un document, ou bien si on n'est pas à l'aise avec la description de document, il y a une interface qui est pas technique, qui permet un peu de le faire. Je ne sais pas si tu veux rajouter des... Est-ce que vous avez du coup, il nous reste 2 minutes, je pense, c'est ça, 4. Donc il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez des questions? On peut en prendre une ou deux. Sur vos canaux Slack et WhatsApp, ça se passe comment? On crée un channel dédié au robot? Alors ce sera plus pertinent pour moi sur Slack et peut-être moi sur WhatsApp. De répéter la question. Alors, la question est la suivante. Comment ça se passe sur Slack? Est-ce qu'il faut créer un canal dédié pour le bot ou bien différemment? Alors sur WhatsApp, ça va être en effet un canal dédié pour le bot. Là, on n'a pas le choix. Il faut discuter en un avec lui. Sur Slack, c'est un peu différent. Il peut y avoir plusieurs solutions. On peut soit avoir justement le canal dédié. Donc ça, c'est un peu celui qui correspond le plus à ce qu'on fait nous. Mais on peut également créer des événements. Et par exemple, sur un événement qui est... le nom du bot a été tagué dans une conversation, déclencher telle ou telle intention, par exemple. Et sur WhatsApp, donc la question autiste est sur WhatsApp. Sur WhatsApp, il n'y a pas la possibilité d'afficher des boutons ou d'afficher des carousels comme ce qu'on a pu voir là tout à l'heure sur Find Job. C'est que du texte, c'est des purs textes. Là, par contre, c'est beaucoup limité en termes de possibilités d'affichage. Donc, c'est que du texte. Et dans la plateforme, si ça ne te dérange pas d'aller sur l'éditeur, en fait, on peut justement spécifier parfois certaines réponses en fonction d'un canal. C'est-à-dire qu'on peut dire que sur la téléphonie, quand quelqu'un va nous appeler au téléphone, on veut afficher qu'un texte parce qu'il n'y a pas la notion de clic quand quelqu'un appelle. On peut dire un an sur WhatsApp, comme les gens, les WhatsApp, ils ne supportent pas le carrousel, ben je peux faire que tel ou tel type d'étape dans mon workflow. Voilà. Il y a des étapes qui sont... Enfin, je peux spécifier pour une même intention un comportement différent en fonction du canal sur lequel j'ai déployé mon service digital. On prend une dernière question? Bon, on finit. Donc, la dernière question que moi je me pose, c'est où sont stockées les données? Alors, en fait, toute la plateforme est hébergée en France, sur un cloud français, souverain. Donc, il n'y a pas de données chez Amazon, ni sur Google Cloud, ni sur aucun... Voilà. Donc, toute la plateforme est sur un cloud souverain. Ça, c'est très important pour nos clients. Et c'est très important aussi pour nous. Parce que tout ce qui est... voilà, toutes les données, c'est sur des serveurs français, qui sont régis par la loi française. Et ce n'est pas Amazon qui sont régis par la loi américaine et donc le Patriot Act. Donc, on n'est pas soumis au Patriot Act. Tu conclus, je conclus. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous, Masqué. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On a une adresse mail où c'est un petit bot qui prend un peu votre demande, qui veut créer un ticket chez nous, donc support@prism.i. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez,
sais pas, un service digital éventuellement à voir s'il est digitalisable par Prism.ai, c'est avec un grand plaisir. Après, on a un Slack aussi communautaire, donc il y a pas mal de monde. Si vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.